aujourd'hui sur le continent africain. Comment est-ce que ces déclarations de Mme Zakharova peuvent contribuer en Afrique à la prise de conscience de la nature terroriste du régime de Kiev, chose, pour rappel, qui a déjà eu lieu dans les pays de l'AES? Elle va beaucoup contribuer parce que ce sont des paroles venant du haut sommet du gouvernement, et nous savons que généralement quand ces informations sont diffusées, c'est que les services de renseignement russes ont fourni suffisamment de preuves, d'éléments qui concordent, qui prouvent, parce que nous le savons, qu'elle ne peut pas venir donner de telles informations ou déclarer de telles informations si les informations ne sont pas avérées. Donc après ces déclarations, non seulement la Russie, encore une fois, fait son rôle de partenaire en fournissant les informations recueillies par ses services pour alerter l'opinion africaine et l'opinion internationale, mais aussi russe et ukrainienne, sur le comportement de l'Ukraine en Afrique. Maintenant, c'est aux dirigeants africains de prendre leurs responsabilités, de prendre des mesures pour contrer cela, pour éviter que les conséquences ne soient les conseils pour eux, et d'anticiper, parce que nous le disons déjà, les gens pensaient qu'on rigolait ou qu'on inventait, qu'on était des complotistes. Maintenant que ça vient d'une personnalité du gouvernement russe, je pense que les dirigeants africains vont prendre conscience, et je l'espère, mettre en place des mesures pour contrer cela. Si maintenant ce n'est pas le cas, alors là, j'estime que c'est parce qu'eux aussi sont complices et qu'ils ont laissé faire, parce que les signaux, les informations ont été fournis. Madame Zakharova a également déclaré, et je termine là-dessus, que la Russie était un partenaire fiable pour les pays africains et que sa priorité sur le continent demeure le renforcement de la paix et de la sécurité sans politisation ni hypocrisie. Quelle est la différence entre la Russie et les pays occidentaux en matière de coopération vis-à-vis de l'Afrique? La différence entre la Russie et les pays occidentaux, c'est que la Russie est un partenaire. Les pays africains choisissent la Russie pour leur coopération, pour leur partenariat, pour les accords. Les pays occidentaux et l'Afrique et les pays africains, ce n'est pas du partenariat. Les Occidentaux n'ont jamais été partenaires des pays africains. Les Occidentaux sont venus en Afrique par la force, par les armes, esclavagiser, coloniser, pratiquer le néocolonialisme. Il ne peut pas avoir un partenariat, une coopération entre le colonisateur et le colonisé. C'est la raison pour laquelle nous disons à la Russie que la Russie, contrairement aux autres pays africains, respecte nos choix. Elle ne vient pas s'imposer, elle ne vient pas dire aux Africains « Oh, moi, je veux des accords dans le domaine de l'énergie parce que j'ai besoin de vos ressources énergétiques. » Non, elle demande les besoins des pays africains, ensuite elle s'adapte, et c'est les pays africains qui sollicitent les accords. Là où les pays occidentaux, eux, viennent avec une feuille de route, une politique, de force, où ils imposent leur vision, leur idéologie, leur culture, leur doctrine, et surtout leur politique, en instrumentalisant les accords, les partenariats pour dominer les pays africains. Donc nous le disons, quelqu'un qui vient chez toi par la force, qui vient occuper ta maison, ne peut pas être un partenaire, puisque tu n'as pas le choix et tu n'as pas eu le choix d'accepter, de décider ou non si cette personne a le droit d'occuper ta maison, elle le fait de force. Mais là où la Russie a toujours soutenu contre cela et ne s'est jamais imposé aux pays africains comme un pays impérialiste, un pays qui vient coloniser, parce que la Russie possède énormément de ressources énergétiques, minières, etc., humaines, et qu'elle n'a pas besoin de vivre au crochet en rendant l'Afrique dépendante ou en venant piller le continent africain. La différence avec les Occidentaux, les Européens qui ne possèdent pas grand-chose, pas de ressources, et qui sont obligés et qui ont construit surtout leur développement, leur grandeur, leur richesse sur le continent africain en pillant, en volant, à travers une politique de prédation. C'est ça la différence aujourd'hui, c'est ce partenariat gagnant-gagnant, cette coopération gagnante-gagnante mise en place par la Russie et les pays africains qui dérangent les Occidentaux, et donc ils veulent saboter cela
détruire cela, ils essayent, même s'ils ont du mal. Et donc, puisque ça ne fonctionne pas, alors maintenant on utilise l'Ukraine pour essayer d'aller semer le chaos à travers, auprès des pays qui sont en partenariat avec la Russie, où la France et les Occidentaux ont été chassés, mis sur le banc des accusés et rejetés. C'était Egun Chiberzin, président de la Ligue de défense nord-africaine pour Sputnik Afrique. Il a commenté les propos de Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, qui a affirmé que l'Ukraine coopérait avec les terroristes en Afrique. Oui. Salutations révolutionnaires à tous, aux abonnés, au peuple d'Afrique et au peuple du monde. Alors, vous venez d'entendre l'analyse géopolitique donnée à l'émission Zone de Contact sur Sputnik Afrique, où j'ai pris le temps et le soin d'expliquer, d'analyser la situation, le soutien que l'État ukro-nazi, l'Ukraine, apporte en ce moment à certains groupes terroristes. Pour les Africains qui ne sont pas au courant, je vous invite à faire des recherches à ce niveau. Et donc, j'ai pris le soin d'analyser la situation pour commenter les déclarations du porte-parole du gouvernement de la Fédération de Russie. Pourquoi? Parce que cela fait déjà des mois, des semaines que nous avons pris le temps et la peine d'alerter en faisant notre travail d'alerte pour alerter le peuple africain, les populations africaines, parce que nous le savons que malheureusement beaucoup d'Africains sur le continent n'ont pas accès à l'information et que le peu d'informations qui arrivent souvent, soit c'est de l'information propagandiste des médias mainstream traditionnels, médias mensonges, RFI, TV5, France 24, etc., ou souvent par des journalistes qui sont affiliés et qui ont prêté allégeance à l'ordre occidental. Donc, c'est notre devoir à nous, bien évidemment, de continuer non seulement à alerter les populations sur les dangers futurs, les dangers à venir, les choses qui se passent loin sur le plan géopolitique, parce que cette lutte que nous menons, elle ne concerne pas seulement et ne s'arrête pas que sur le continent africain, dans nos enclos nationaux, dans nos camps de concentration, etc. Non, il faut voir les choses plus loin parce que ce qui se passe hors du continent africain aura toujours des répercussions sur le continent africain. Donc, c'est dans ce cadre-là que, en tant qu'analyste géopolitique pour Sputnik et RT, j'ai pris le soin de commenter cela. Donc, si j'ai décidé, après avoir fait écouter l'émission de Sputnik pour prendre la parole et parler de ça, j'avais déjà décidé comment dirais-je, de ne plus commenter ou de faire une vidéo pour parler de ce qui se passe au Sahel, au Mali, etc. Parce que, voilà, quand on essaye de dire la vérité ou quand on essaye de prévenir, malheureusement, les Africains, une partie des Africains n'aiment pas la vérité. Les gens aiment ceux qui sont dans le mensonge, ceux qui quand on fait atalakou, quand on essaye de mentir aux Africains, c'est ça qu'ils aiment. L'Africain n'aime pas la vérité. Pourtant, la vérité blesse, mais elle ne tue pas. Donc, moi, j'avais déjà pris le temps d'alerter après la chute d'ailleurs du régime de Bachar al-Assad en Syrie. J'avais fait une analyse publiée qui est toujours disponible sur mon Facebook où j'expliquais que derrière la chute de Bachar al-Assad, le fait de voir que on a fait tomber le régime de Bachar al-Assad pour amener un chef terreau, Doulani, ancien membre d'Al-Qaïda, etc., à la tête de ce pays, que derrière la chute de ce régime, non seulement l'Occident a franchi, comment dire, une ligne jusqu'à maintenant où l'Occident essayait de masquer cela, de ne pas le montrer que l'Occident soutenait des groupes terreaux, finançait ou créait des groupes terreaux, parce que pour les Africains qui ne le savent pas, c'est intéressant de savoir que
les groupes terreaux comme Al-Qaïda, Daesh, etc. Sont des créations de la CIA, des États-Unis, des Occidentaux. Ne croyez pas que Boko Haram, etc. sont des créations d'un Africain. Non, derrière ces groupes, c'est des groupes qui sont créés par les Occidentaux, par les services secrets et financés par la CIA, les services secrets occidentaux, etc. Les informations sont disponibles. À l'époque, quand on essayait d'alerter, d'expliquer cela aux Africains, bon, certaines personnes pensaient qu'on était des complotistes ou qu'on abusait, ou on était des extrémistes, mais aujourd'hui, celui qui veut s'informer sur ces faits peut le faire, peut trouver des informations, tout est disponible. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que après la chute de ce régime, il faut savoir que les pays visés directement, c'était les pays du continent africain, les pays de l'AES, ensuite les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'expérience, les méthodes utilisées en Syrie pour faire tomber le régime de Bachar al-Assad, en ce moment même, nous sommes en train de le voir, que ces méthodes sont en train d'être appliquées sur le continent africain. Notamment, on le voit que l'Ukraine apporte un soutien non seulement aux côtés des pays du Golfe, les Émirats arabes unis, au groupe les forces de soutien rapide qui massacrent, qui sont en train de faire une épuration ethnique en ce moment au Soudan, où on massacre des populations noires, on tente de rayer de la carte des populations noires, même si derrière ce génocide, l'épuration qui est menée au Soudan, encore une fois, on sait que c'est pour des raisons géopolitiques, géostratégiques, mais aussi énergétiques, et aussi pour les ressources naturelles que possède le Soudan, surtout au niveau de l'or, parce que les pays du Golfe, les Émirats arabes unis, Dubaï, etc., ne possèdent pas de l'or, et pourtant, ce sont des pays qui consomment le plus, où on retrouve le plus de l'or dans les bijoux, etc. Donc, ces gens-là financent une épuration ethnique, non seulement pour des raisons financières, économiques, géopolitiques, géostratégiques, mais aussi pour des raisons idéologiques et aussi pour des raisons, voilà, parce qu'ils veulent imposer, il y a cette volonté expansionniste, de vouloir progresser, arabiser les populations africaines en descendant du nord jusqu'au sud, parce que à l'époque déjà de l'esclavage arabo lors des razzias, il faut savoir que ces personnes n'ont pas réussi à pénétrer dans les pays du Sud, etc. Donc, il y a toujours eu une résistance pour repousser la conquête des pays, la conquête arabo-islamiste, etc. Donc, aujourd'hui, rien n'a changé avec la razzia de l'époque. À l'époque, c'était avec l'épée, on venait, on coupait les têtes, on coupait les mains, on convertissait nos grands-parents, on forçait nos parents à se convertir. Aujourd'hui, c'est toujours la même méthode, mais on utilise cette fois-ci des kalachnikovs, des drones, des avions, de l'argent, on arrive, on tue les gens, on force les gens à se convertir, ceux qui ne veulent pas, on les tue, on finance des groupes terreaux qui massacrent des villages, des femmes, des enfants, au nom d'une idéologie, finalement, où les Africains sont pris en étau entre les Occidentaux et les pays arabos, etc. Parce qu'il faut le savoir que les pays arabos ont toujours été en soutien dans l'esclavage, dans la colonisation des pays occidentaux. C'est eux qui ont appris, montré la voie d'ailleurs aux pays occidentaux sur comment esclavagiser, acheter des Africains, mettre des Africains en esclavage. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, face à cela, on voit que les pays comme l'Ukraine sont en train de financer, de soutenir, comment dire, les pays qui sont dans une résistance pour se défaire de l'emprise occidentale, comme les pays de l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina, etc. Donc, ces derniers temps, on peut constater sur les réseaux qu'il y a des Africains, on va dire, il y a certains types d'Africains, des spécimens un peu non évolués, qui se réjouissent en quelque sorte de voir ce qui se passe au Mali et
vont jusqu'à contribuer même à ce terrorisme informationnel, comme je surnomme, où on essaye de faire croire que le gouvernement, les autorités maliennes, le régime malien est sur le point de tomber, que la chute du gouvernement malien est très imminente et que limite les jours à venir, le régime Bamako sera encerclé et le Assimi Goïta sera capturé et que Mali va tomber entre les mains des groupes terreaux du JNIM, etc. Et cette propagande a déjà été utilisée par la France pour envahir le Mali. On se souvient quand les Français sont venus envahir le Mali en se présentant en sauveur, c'était la même propagande. On nous faisait croire que le Mali était sur le point de tomber, etc. Donc on vient pour sauver le peuple malien, etc. Mais la vérité, on l'a su plus tard dans les rapports de la DGSE et de la France elle-même que non, la situation était vraiment loin de ce que la France vendait à l'époque. Donc aujourd'hui, non seulement on tente de reproduire la même chose, ce terrorisme informationnel, mais on voit que les services occidentaux, notamment français, etc., aidés par des médias et des Africains inconscients, sont en train de mener une politique, un terrorisme informationnel contre le Mali, contre les autorités maliennes. Et c'est pour ça que je dis que moi j'avais décidé, je ne voulais plus prendre la parole pour parler de la situation au Mali, parce que voilà, j'avais essuyé, suite à mes désaccords sur le soutien que les autorités maliennes apportent au régime du Togo, je n'ai pas hésité à exprimer mes opinions là-dessus, et que bon, il y avait des gens qui n'ont pas apprécié, mais ça c'est leur problème. Et donc pendant une semaine, j'ai vu, il y a eu une campagne de diabolisation, de lynchage, de dénigrement, etc. Mais aujourd'hui, ce que je vois en tant que combattant, en tant que leader panafricain, je sais que j'ai une voix qui compte, qui porte. Je me dis, je ne peux pas rester silencieux, parce que au-delà du Mali, au-delà de ce qui se passe au Mali, parce que peut-être ces Africains qui soutiennent cette campagne contre les autorités maliennes et qui participent à la désinformation et qui vont jusqu'à soutenir même ouvertement ces groupes terroristes ne se rendent pas compte que si derrière ces attaques-là, ce n'est pas seulement le Mali. On essaye de balkaniser le continent africain, on essaye de recoloniser le continent africain. Et donc, si le Mali tombe, comme vous l'espérez, ou il y a des gens qui espèrent cela, mais vous croyez que les choses vont s'arrêter seulement au Mali? Non, les choses ne vont pas s'arrêter au Mali. Ça viendra aussi dans votre maison. Vous qui êtes au Bénin, vous qui êtes au Togo, vous qui êtes au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, ça va se propager. Parce qu'une plaie, ça se propage. Un cancer, ça se propage quand on ne le stoppe pas. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater que quand ils ont fait chuter Kadhafi, quand ils ont assassiné Kadhafi en Libye, aujourd'hui, c'est ça qui provoque tout ce terrorisme, tout ce micmac, tout ce tohu-bohu qui existe aujourd'hui, et ça touche les pays déjà qui sont en bas, qui sont au sud. Même si la bande sahélo-sahélienne, c'est-à-dire les pays de l'AES, servent un peu de bouclier pour contenir cette progression, l'expansionnisme des terreaux qui veulent descendre vers le sud, aujourd'hui, ce sont les pays de l'AES qui servent de bouclier. Demain, vous retirez le Burkina Faso. Imaginons que, par exemple, le Burkina Faso tombe ou que le président Assimi Goïta tombe au Burkina. Mais la progression des terroristes arrive directement sur le Togo, sur le Ghana et tous les pays qui sont à côté. Donc, aujourd'hui, il n'y a que les personnes inconscientes qui n'arrivent pas à comprendre que les pays du Sahel, en réalité, sont dans une sacrifice pour protéger les autres pays qui sont au sud, qui sont en bas du Sahel. Parce que vous faites sauter la barrière sahélo-sahélienne des pays de l'AES et tous les autres pays seront inondés de ce phénomène, de ces personnes droguées au troumadol en sandales financées par les Occidentaux qui servent de management de la terreur pour reconquérir, pour coloniser et pour justifier l'occupation. Ensuite,
des pays occidentaux sur nos terres. Donc ce qui se passe aujourd'hui au Mali doit interpeller non seulement les Maliens, mais au-delà. C'est-à-dire que les peuples africains doivent être inquiets de voir que ils sont là et pourquoi on veut absolument la chute du régime malien, pourquoi on veut absolument que Assimi Goïta tombe. Même si on conçoit d'accord ou pas avec les autorités maliennes sur tous les sujets, mais il faut quand même reconnaître le travail, les sacrifices que font ces pays, ces gouvernements pour ralentir, stopper la progression des groupes terreau-terreau. Donc aujourd'hui, non seulement l'Ukraine est en train d'apporter son soutien logistique, en information, tactique, etc. aux groupes terreau comme le JNIM, mais derrière, on nous parle de l'Ukraine, mais ce n'est pas l'Ukraine en réalité. Non, 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 non. Il faut aller plus loin. L'Ukraine sert d'écran de fumée parce que l'Ukraine étant en conflit contre la Russie, l'Ukraine étant soutenue par l'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne, alors on utilise aujourd'hui l'Ukraine pour commettre des actes terroristes contre des États souverains, contre des dirigeants, contre des populations, parce que on sait que l'Ukraine ne peut pas être tenue responsable, parce que on dit que l'Ukraine fait cela pour se venger de la Russie. Mais si c'est pour se venger de la Russie, pourquoi l'Ukraine va-t-elle soutenir des groupes terroristes qui massacrent des femmes, des enfants au Mali, au Sahel? Pourquoi l'Ukraine va soutenir des groupes qui tuent au Soudan, qui massacrent des femmes et des enfants au Soudan? Pourquoi l'Ukraine se permet-elle de faire cela? C'est parce que derrière, l'Ukraine a le soutien des Occidentaux, de l'OTAN, de la France, des États-Unis, de l'Union européenne. Ces armes que l'Ukraine donne en ce moment à ces groupes terroristes, que ce soit Boko Haram, le JNIM, Al-Qaïda, etc., ce sont des armes que les Occidentaux donnent à l'Ukraine. Et donc, ils savent pertinemment où se retrouvent ces armes, où l'Ukraine envoie ses armes et dans quelle optique que l'Ukraine envoie ces armes-là à ces groupes terroristes. Donc, puisque pour eux, ils veulent contrer une résistance, empêcher des États de s'émanciper sur le plan souverainiste, de devenir indépendants, de se libérer de leur tutelle, de leur dépendance, etc. Alors, on veut les briser. Donc, ces groupes armés aujourd'hui, ces groupes terroristes aujourd'hui, au nord du Mali, au Mali et dans le Sahel, ne sont que des soldats non officiels des services occidentaux, managés par les services occidentaux, la CIA, la DGSE, le MI6, etc., qui financent, qui connaissent les chefs de ces groupes terreau. Ils ont leur numéro, ils discutent avec eux. Souvenez-vous d'ailleurs pour le cas du Niger, Mohamed Bazoum, avant sa chute, nous disait en interview sur RFI qu'il discutait avec les chefs terreau, qu'il a même invité ces chefs terreau à venir à la présidence pour discuter, etc. Donc ne croyez pas que ces personnes qui se disent terreau, qui tuent vos parents, qui tuent vos sœurs, vos pères, au Mali, au Niger, au Burkina, au Togo, etc., ne sont que des inconnus pour les services de renseignement. Non, c'est les leurs, c'est eux qui les financent, c'est eux qui les soutiennent, c'est eux qui leur donnent les informations pour procéder cela. Parce que vous imaginez bien que demain, la France, par exemple, ne peut pas envoyer des soldats massacrer des populations ouvertement devant tout le monde, placer des bombes, exploser des bombes, etc. Même si la France le fait déjà, parce que je tiens quand même à le préciser, que l'armée française, depuis 2001 jusqu'à, j'avais vu l'information jusqu'à 2001, entre 2001, 2022 ou 2023, l'armée française a tué plus de 600 000 personnes à travers le monde et la majorité sur le continent africain. Voilà, donc on se souvient tous de ces bombardements à Bounty, de familles de bergers se réunissant pour faire la fête que l'armée française avait bombardé à l'époque en décapitant des bébés, des femmes avec des bombes. Il n'y a jamais eu de dédommagement. Donc, aujourd'hui, ces armées ne peuvent pas procéder ouvertement comme le font leurs soldats non officiels, qui sont ces terreaux de Boko Haram, d'Al-Qaïda, de JNIM, etc. Mais même si c'est eux qui les financent, mais eux, ils ne peuvent pas le faire parce que juridiquement,
non, c'est toujours les conséquences qui sont les conseils et qu'on n'arrive pas à se projeter, à se dire, mais attendez, les Occidentaux vont jusqu'à se projeter en 2060, en 2050, en tuant aujourd'hui pour préparer l'arrivée de leurs descendants, pour bénéficier de nos richesses, etc. Mais nous sommes toujours en retard et on n'a pas de projet pour 2026, on n'a pas de projet pour 2027, nous vivons au jour le jour et on attend toujours le lendemain pour se projeter. Donc aujourd'hui, si ces groupes-là arrivent à faire ce qu'ils font aujourd'hui avec le soutien des Occidentaux, non seulement parce que la lutte contre le terrorisme en Afrique n'est pas, comment dire, unifiée, ces États ne sont pas unis, il n'y a pas, comment dire, comment dirais-je, au niveau du contre-espionnage, des renseignements, chaque État est différent et la plupart de nos États dépendent en renseignements, c'est la France ou les Américains qui sous-traitent les renseignements à nos pays, mais surtout la France, pour ce qui concerne les anciennes colonies françaises. Jusqu'à maintenant, c'est la France qui sous-traite, d'accord, qui donne les renseignements à nos pays. Et donc, comment des États qui veulent être indépendants, souverains, lutter contre le terrorisme peuvent réussir à le faire puisqu'on ne se projette pas et on est toujours en train d'attendre que la DGSE ou la DGSI, la CIA nous donne des informations parce que c'est eux qui ont les satellites, c'est eux qui financent, qui infiltrent, etc. Et donc s'ils nous donnent des informations biaisées, bah, on a du mal en quelque sorte à réagir. Et quand on veut se débarrasser de ces personnes pour être indépendant, souverain, alors ils coupent les vannes, ils ne transmettent plus les informations et nos armées, nos États sont aveuglés. Donc pour compenser cela, pour combler un peu cette dépendance vis-à-vis de l'ancien pays colonisateur, c'est pour cette raison que certains pays aujourd'hui se tournent en partenariat, en coopération vers d'autres pays comme la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, etc. Donc parce qu'aujourd'hui on le sait que puisque nos États ne sont pas indépendants, nos États ne sont pas structurés, d'accord, sur le plan informationnel, en contre-espionnage, etc. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je trouve que dans la lutte contre le terrorisme, malheureusement, nos États sont en retard dans le contre-espionnage. Parce que vous ne pouvez pas me dire que tous ces terreaux qui se filment ouvertement, on voit leur visage en train de massacrer des gens, n'ont pas de famille, n'ont pas d'enfants, n'ont pas de frères, et que ces groupes-là se déplacent des fois 200 par moto, 300 par moto, et que nos services de renseignement ne peuvent pas infiltrer ces groupes et savoir à quel moment ces groupes vont se projeter pour attaquer, parce que parmi eux, mais c'est là où je dis que les Occidentaux, nous ne sommes pas prêts pour faire la guerre contre les Occidentaux. Parce que eux, c'est des gens qui vont loin, qui vont jusqu'à infiltrer, financer, même participer à faire des massacres, tout en collectant des informations pour leurs services de renseignement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à nos États pour faire la même chose, pour infiltrer, pour recruter parmi ces groupes-là des personnes? Parce que quand ils vont avec ces groupes, ils le font pourquoi? Ils le font pour de l'argent. C'est pour de l'argent, ce n'est rien d'autre que pour de l'argent et pour des raisons idéologiques. Donc nos États peuvent mettre en place des services de contre-espionnage, un service très compétent pour traquer ces personnes. Est-ce que vous avez déjà vu, depuis que nos États luttent contre le terrorisme, depuis qu'ils nous disent lutter contre le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, tout ne peut pas être basé uniquement que dans une lutte militaire, ne peut pas être que militaire. Non, je suis désolé. Il faut, pour soutenir ces personnes, ou même qui leur donnent de l'eau à boire, doit être traqué et passer devant la justice. C'est comme ça. Ça veut dire que la lutte contre le terrorisme ne doit pas s'arrêter que contre les terroristes. Il faut aller chercher toutes les personnes qui les soutiennent, qui leur donnent à manger, qui achètent leur moto, par qui passent leur moto. C'est-à-dire que sans pitié. Et non seulement on met en place une lutte militaire, mais il faut mettre une lutte de contre-espionnage. Et quand on essaye de dire cela, il y a des gens qui pensent que non, on n'a pas le droit d'émettre des critiques, d'émettre des idées, parce que c'est comme si aujourd'hui nos États, parce que nous sommes dans une glorification
des dirigeants, que limite les dirigeants sont devenus des savants, des gens qui savent tout et qu'on ne peut plus leur dire quoi faire, parce que dès que tu essayes de parler, on te dit ah mais nos dirigeants savent déjà, nos dirigeants savent déjà. Mais quand des peuples sont là, les bras croisés, et pensent que leurs dirigeants savent tout, peuvent tout faire, et que eux n'ont plus le droit, ou on ne peut plus émettre une pensée, une critique pour faire évoluer les choses, ça donne à chaque fois des choses comme ça. Et à chaque fois, on se fait prendre dans le jeu de ces Occidentaux, parce que on ne veut pas émettre des critiques, on ne veut pas dire à nos dirigeants quand les choses ne sont pas bien, parce qu'on pense que soutenir un dirigeant signifie qu'on ne peut pas lui dire non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a la lutte politique, mais là où des fois la politique échoue, le peuple peut le faire. Et c'est dans ce cadre-là que je parlais. J'avais fait une publication également en disant, moi je vois ces derniers temps sur les réseaux sociaux, il y a une guerre, par exemple, entre les Burkinabés, les Ivoiriens, sur les réseaux qui s'insultent, qui se dénigrent. Je vois des choses, moi, qui me dépassent. Et je me dis, pendant que les Occidentaux sont en train de nous balkaniser, de diviser le continent africain, de diviser les peuples pour mieux nous dominer, nous sommes toujours dans une guerre fratricide où j'ai l'impression, et je le constate, que l'homme noir a une force, a le courage de prendre sa machette contre l'homme noir. Mais quand c'est les Occidentaux, les Arabes qui viennent nous envahir, qui nous dominent, qui nous maltraitent, on n'a pas ce courage. Mais quand c'est entre nous, Africains, quand c'est entre nous, Noirs, on a le courage, on est capable de s'entretuer, de se découper à la machette pour moins que rien. Mais quand c'est les autres qui nous écrasent, on a du mal à le faire. Et je disais que si moi, j'étais conseiller du président burkinabé, parce que je parle plus avec les autorités burkinabées que ivoiriennes, je proposerais par exemple au président Ibrahim Traoré de mettre en place une délégation de civils, de panafricanistes, de femmes, d'hommes, pareil pour la Côte d'Ivoire, pour qu'une mission civile puisse être réalisée où on essaye d'apporter une paix, régler les problèmes. Parce que le panafricanisme est là aussi pour ça. Le panafricanisme n'est pas là que pour s'insulter, etc. Là où la politique échoue, le panafricanisme peut apporter des solutions, peut apporter une paix. On peut envoyer des délégations dans les deux sens et régler les choses entre peuples. Là où la politique, les politiciens ont du mal à s'entendre, à s'écouter. Mais aujourd'hui, bon, j'ai l'impression que être panafricaniste, c'est devenu une mode où on doit s'insulter, on doit seulement glorifier, on doit faire atalakou à des dirigeants, où on a du mal, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à se dire que non, le panafricanisme, avant tout, c'est la solidarité entre les peuples. Et quand il y a des peuples qui sont opprimés, les dirigeants peuvent se soutenir les dirigeants qui oppriment leur peuple. Mais le peuple n'est pas obligé de suivre les dirigeants. Et le peuple peut soutenir d'autres peuples qui sont opprimés. C'est ça le panafricanisme de base. Donc, aujourd'hui, moi, je dis que cette lutte contre les terreaux, cette lutte contre le terrorisme doit concerner tous les Africains, les hommes, les femmes, les enfants. Il ne faut pas penser que cette lutte contre le terrorisme concerne seulement les peuples du Sahel, parce que vous avez des désaccords avec leur gouvernement, et donc vous allez soutenir une propagande des groupes terreaux, qui sont là pour soutenir, qui sont là pour tuer, etc. Non, ce n'est pas parce que vous avez des désaccords politiques ou idéologiques avec certains de ces pays du Sahel qu'il faut soutenir la propagande de ces groupes terroristes contre les peuples, etc. Parce que si le Sahel tombe, c'est toute l'Afrique qui sera inondée. Donc vous avez vu, si vous prenez le continent africain, il n'y a que des guerres partout. Et on a tellement d'atouts sur le plan touristique, sur le plan anthropologique, mais on n'a pas de tourisme sur le continent africain. Pourquoi? Parce que on nous crée des guerres. Vous allez à l'est, il y a des guerres. Au sud, il y a des guerres. Si vous prenez le continent africain, il n'y a que l'Afrique australe où il y a une tranquillité, une paix. Mais le reste du continent, c'est des guerres partout. Au Soudan, il y a la guerre. Au Cameroun, il y a la guerre. Centrafrique, il y a la guerre. Au Sahel, il y a la
la guerre, au Togo, au Burkina, partout il y a la guerre. Donc à quel moment ce continent peut développer le tourisme, peut inviter les touristes, etc. Donc vous voyez que tout ça, non seulement c'est géopolitique, géostratégique, mais c'est aussi économique. Et donc il nous place maintenant en zone rouge. Nos pays sont en zone rouge où on déconseille aux citoyens d'aller dans nos pays parce qu'ils disent qu'il y a du terrorisme. Et donc aujourd'hui, même l'Africain qui vit sur le continent africain, pour faire du tourisme, la première chose qui lui vient en tête, c'est prendre un billet pour aller en Europe. Pourtant, il y a des pays, il y a tout ce qu'il faut sur le continent africain. Donc, si on veut que l'Afrique puisse évoluer, changer, il faut qu'on passe en mode offensif. Il faut comprendre que cette lutte-là aujourd'hui ne concerne pas que les gens du Sahel et que c'est une lutte de survie, c'est une lutte pour tout un continent, pour tout un peuple. Parce que je tiens quand même à le dire, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous mets une vidéo, vous allez entendre les déclarations du chef de la DGSE, ce qu'il dit à propos du Sahel. Il n'hésite pas à le dire, que pour eux, le Sahel représente des intérêts historiques. Voilà, pour eux, le Sahel représente des intérêts historiques. Donc, ils ne vont pas lâcher. Et de plus, Emmanuel Macron lui-même avait annoncé que la France allait riposter par tous les moyens, que ce soit des moyens illégaux, criminels, etc. Donc, moi, ce qui se passe aujourd'hui au Mali n'est rien d'autre qu'un management de la terreur géré par les services français, les services occidentaux, parce que pour eux, ils veulent installer au Mali ce qu'ils ont fait en Syrie. Donc, si demain, les autorités tombent, ils sont capables, ces chefs terreaux, de les placer à la tête du pays, de mettre une coalition de personnes terro-islamistes à la tête du pays pour appliquer des lois bizarres, et donc c'est seulement ça qu'ils veulent faire. Alors écoutons maintenant une déclaration du chef de la DGSE sur Radio Inter. On écoute. La carte du djihadisme. Attendez. Alors sur la carte du djihadisme. Attendez 2 secondes. En ce moment, c'est le Mali, l'Afrique de l'Ouest. Alors sur la carte du djihadisme mondial, il y a un endroit qui clignote en ce moment, c'est le Mali, c'est l'Afrique de l'Ouest. Le JNIM, qui est le groupe Al-Qaïda au Sahel, arrêtez-moi si je me trompe, le JNIM encercle en ce moment la capitale malienne, Bamako. On demande aux Français de rentrer. Est-ce que c'est une situation hors de contrôle ? D'abord, l'Afrique aujourd'hui, lorsqu'on le regarde, et singulièrement le Sahel, mais on se focalise nous sur le Sahel parce que c'est là que nous avons nos intérêts, y compris historiques. Mais si l'on regarde aussi l'Afrique centrale, la Corne de l'Afrique est aujourd'hui devenue l'épicentre du djihadisme, à la fois en termes d'action. Il n'y a pas une journée sans qu'un attentat terroriste ne soit pas commis, de victimes, et je pense à ces dizaines de milliers de victimes civiles de ces pays-là. Mais je pense aussi au fait que un nombre très important de cadres des organisations terroristes qui avant provenaient de pays arabes, aujourd'hui sont des cadres africains. Donc l'Afrique est aujourd'hui l'épicentre du terrorisme et menace directement nos intérêts, les intérêts français dans la région. Mais nous avons aussi en mémoire le fait que laisser s'installer des groupes terroristes, laisser se constituer des sanctuaires, a toujours donné dans l'histoire récente de nos pays ensuite des projets d'attentats projetés. Donc nous devons forcément être très attentifs. Et la situation en effet est celle d'une dégradation lente mais continue depuis le départ des troupes françaises à compter de l'année 2020. Personne ne s'en réjouit. Et une dégradation en effet plus rapide au Mali depuis cet été, et cette volonté du JNIM d'encercler Bamako avec un objectif politique qui est de faire tomber Bamako. Voilà, vous venez d'entendre les déclarations du chef de la DGSE. Ça veut dire que pendant qu'un groupe est en train de tuer des hommes, des femmes, la seule préoccupation des services français en ce moment, c'est de parler que le JNIM va prendre Bamako, que Bamako va tomber, alors que la situation est loin de ça. Ceux qui vivent au Mali peuvent vous témoigner. Le JNIM n'est pas en train d'encercler Bamako. Bamako n'est pas sur le point de tomber, mais on peut constater qu'il y a ce narratif, cette rhétorique en ce moment. Depuis 2 semaines, le Mali est victime d'un terrorisme informationnel qui ne dit pas son nom, où des médias, des journalistes, même ça donne et relais, ils servent de relais pour ce discours, pour préparer, au fait, c'est ce qu'on appelle
préparer l'opinion. Ils essayent de préparer déjà l'opinion pour que l'opinion puisse accepter leur plan qu'ils sont en train de dérouler. Vous voyez, donc on nous fait croire que le Mali, Bamako est encerclé, Bamako est sur le point de tomber. On voit même la presse relayer en disant que Bamako est sur le point de tomber. On appelle les gens à quitter. Donc on veut, en fait, ils sont en train de tenter de créer en quelque sorte un effet panique, vous voyez, donc en créant la panique au sein des populations, semer le doute dans la tête des populations pour que les populations se disent « Ah, finalement, Assimi Goïta n'a pas réussi, Assimi Goïta est incapable, le gouvernement est incapable, donc oui, il n'y a pas de souci. » Et aussi, pourquoi, surtout l'objectif final de cette propagande, de ce terrorisme informationnel contre les autorités maliennes, c'est de créer en quelque sorte un soulèvement à l'intérieur de la capitale contre les dirigeants maliens, c'est-à-dire en provoquant la peur pour dire que mais si nous sommes en train d'être encerclés par les groupes terreaux, c'est parce que les autorités maliennes n'ont pas réussi. Donc si les autorités maliennes tombent, alors le problème sera réglé parce que nous allons mettre une autre personne. Et le chef des renseignements de la DGSE lui-même le dit, nous avons nos intérêts historiques au Sahel et ils ne l'ont pas digéré, l'humiliation, la bérésina que le Mali a fait subir à la France et Macron, les services français. Ce qui se passe aujourd'hui, souvenez-vous, les déclarations de l'ancien ou des militaires de la DGSE n'ont pas hésité à le dire. Nous allons maintenant pouvoir maintenant que nos armées sont partis de ces pays, nous allons maintenant mener des actions illégitimes, illégales, criminelles, terroristes pour affaiblir ces dirigeants, pour empêcher ces dirigeants de réussir. Mais heureusement, malheureusement aujourd'hui, pourquoi je disais aussi que j'avais fait une publication où je donnais, il y a 2 jours, où je parlais de ça. Vous savez, moi je le dis, le problème c'est que beaucoup de ceux comme nous, d'autres personnes, nos camarades qui ont contribué à faire cette révolution au Mali, beaucoup aujourd'hui sont écartés. Et autour du président, autour des autorités maliennes, il n'y a que des atalakoutistes, il n'y a que des affairistes, il n'y a que des conseillers, des gens qui n'ont pas le courage de dire la vérité au président, puisqu'ils sont là que pour faire des atalakou, parce que c'est des gens qui veulent manger, ils sont là que pour leur ventre, ils ne sont pas là pour une lutte idéologique, une lutte révolutionnaire, une lutte souverainiste. Ce sont des gens qui sont là que pour leur ventre. Ils ne veulent que manger, donc, quitte à mentir, quitte à faire croire que c'est bien quand ce n'est pas bien, voilà. Donc aujourd'hui, moi, je le dis ouvertement, il faut que le président Assimi Goïta fasse un nettoyage autour de lui. Il y a des gens il faut se débarrasser de certaines personnes. On ne peut pas être dans tout, dans une propagande sur propagande, même quand ce n'est pas vrai, faire croire que c'est vrai. Non, il faut être entouré de gens qui sont capables de dire la vérité, de conseiller, d'avoir une vision, une politique claire autour du président. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, aujourd'hui, le Mali est attaqué de partout. Il y a une guerre informationnelle. On ne voit pas ces personnes, ces atalakoutistes toute l'année qui font des vidéos, qui insultent dès qu'on essaye d'apporter une idée, une réflexion, etc. On ne les voit pas. Voilà, ça veut dire que la lutte dans une révolution, quand il y a une révolution et qu'on laisse, par exemple, les affairistes, comment dire, les électoralistes, les réformistes, les atalakoutistes, etc., devenir majoritaires. Mais les vrais révolutionnaires seront minoritaires. Donc c'est la voix de ces personnes réformistes, électoralistes, atalakoutistes, affairistes qui sera entendu, au lieu d'écouter ceux qui sont sincères, ceux qui ont des convictions, ceux qui sont dans la vérité. Dans une révolution, quand la révolution est infiltrée par des gens qui se disent intellectuels, mais en réalité ce sont des intellectueurs, ce sont des intellectueurs, parce que ces personnes ne sont pas là réellement pour les populations, mais sont là pour leur propre intérêt. Donc aujourd'hui, non seulement le président Assimi Goïta
Goïta doit faire un ménage autour de lui, mais il n'est pas nécessaire, comme je le disais, d'être un spécialiste pour constater une réalité que beaucoup, je le dis bien, que beaucoup de ces personnes autour des autorités maliennes essayaient encore de nier, que aujourd'hui les attaques qui frappent le pays de l'AES et notamment le Mali n'est pas le fruit du hasard, et que derrière ces groupes armés, terreaux isolés dans le désert, etc., c'est un produit, un soutien extérieur très bien organisé. Quand on voit là comment ces groupes-là sont en train de faire un blocus sur une ville, mais regardez, vous allez voir ce qui se passe en Ukraine. Ce sont des tactiques, ce sont des stratégies utilisées par une armée. Donc, derrière cette stratégie, cette tactique utilisée aujourd'hui par ces groupes, on voit, et tous les experts militaires peuvent vous dire, ce sont des tactiques dignes de forces spéciales, de personnes expérimentées, d'armées, qui sont en train d'être appliquées pour essayer d'étouffer, encercler le Mali, la capitale, parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'il y a le pouvoir central qui dirige le pays. Donc, l'Ukraine, c'est pour ça que je dis que l'Ukraine n'est qu'un écran de fumée. Derrière la propagande de dire que oui, l'Ukraine est en train de financer, l'Ukraine donne des drones. On voit qu'aujourd'hui, ces groupes terroristes sont même en train d'attaquer avec des drones. Et quand on essaye de parler, ces gens qui sont autour de ces dirigeants viennent et ils vont commencer à dire oui, c'est parce que vous êtes de la DGSE, vous soutenez la DGSE. C'est comme si on ne doit plus dire la vérité aux populations pour avertir les populations des dangers qui arrivent et qu'il faut toujours mentir, il faut toujours faire croire. Et des fois, je vois que plus c'est gros le mensonge, plus des fois ça passe. Et je me dis, mais comment des gens constitués de facultés cognitives peuvent penser ou même ne serait-ce que imaginer que de telles choses est vrai, alors que non, ce n'est pas le cas. Et maintenant, quand les populations découvrent en réalité que il y a eu une propagande mensongère autour de la politique, de la lutte des dirigeants, et quand la réalité maintenant commence à les rattraper et que les populations découvrent qu'en réalité, mais donc tout ce qu'on nous disait depuis, ce n'est pas vrai, mais ça crée toujours du désordre après. Ouais, c'est-à-dire que parce que arrive toujours un moment où les populations finissent toujours par se réveiller. On peut mentir, on peut duper les populations en temps, mais arrive un moment où les populations se réveillent. Et quand les populations se réveillent, après, c'est trop tard. Donc, il faut revoir la politique. Il faut vraiment que le président Assimi Goïta lance, et pour moi je le dis, c'est un devoir et la légitimité de renforcer son autodéfense populaire. Il faut former les hommes dans les villages, dans les villes à se défendre, parce que l'armée malienne ne peut pas être partout en ce moment. Donc les hommes, les gens doivent s'organiser en autodéfense pour défendre leur village, pour défendre leur famille. Si vous devez mourir, vaut mieux se défendre et mourir debout que rester à genoux où des groupes terreaux viennent vous égorger, brûlent vos maisons, vous brûlent dedans. C'est ça qu'on doit enseigner à nos populations. Il faut arrêter de faire croire à nos populations que l'armée, l'État peut régler tous les problèmes, peut être partout. Quand un pays est en guerre, quand un pays est attaqué, parce que ce qui se passe au Mali, c'est une guerre que les Occidentaux, que les groupes terreaux font contre le peuple malien. Le peuple malien doit se défendre. Les populations doivent se défendre par elles-mêmes. Et pour ça, c'est aux dirigeants d'organiser les populations, de motiver les populations. Regardez par exemple au Venezuela, Trump a menacé le Venezuela, Maduro. Maduro n'est pas resté les bras croisés à pleurer, à pleurnicher, à supplier. Non, Maduro a mobilisé plus de 8 millions de Vénézuéliens, la milice bolivarienne, depuis des semaines entraînés. On a distribué des armes à chaque patriote au Venezuela. 8 millions de Vénézuéliens, à l'heure où je vous parle, sont armés, entraînés, prêts à défendre leur pays. Ça veut dire que quand le pays sera attaqué, l'État, l'armée fera ce qu'elle peut, mais il y a des coins où c'est les populations qui vont se protéger, qui vont défendre leur patrie. C'est ce qu'on appelle avoir l'amour de sa patrie. Nous, chez nous, nos populations sont là, on a des hommes vaillants qui passent leur journée à boire de la bière, à se divertir,
à glander sur les réseaux, mais leurs pays sont attaqués et on ne les mobilise pas. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. L'État ne peut pas être partout. Et Ibrahim Traoré a très bien compris cela. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Burkina, parmi les 3 pays de l'AES, le Burkina est le pays qui s'en sort le mieux. Parce que Ibrahim Traoré a compris qu'il faut organiser les populations. Il faut une organisation populaire pour défendre un pays, pour défendre une nation. Parce que l'armée, la police, la gendarmerie, malheureusement, ne peut pas arriver partout. Donc, aujourd'hui, on le sait qu'ils veulent faire tomber, les autorités maliennes au Mali. Il faut que Assimi Goïta passe en mode offensif. Il faut arrêter d'être sur la défensive. Et donc, pour ces Africains inconscients qui soutiennent cette propagande, ces attaques contre le Mali, ou qui se réjouissent, etc., sachez-le que après le Mali, ça sera votre tour. Ça sera le tour de vos pays. Au Togo, il y a le terrorisme. Ce n'est pas parce que au Togo, ils ont réussi à invisibiliser le terrorisme au Togo, masquer, étouffer l'information, que vous pensez qu'au Togo, mais au Togo, ce qui se passe au nord du pays est grave. Mais on n'en parle pas. Ce n'est pas parce que ce batracien prend l'avion pour servir les intérêts de la France en allant soi-disant faire de la médiation pour ramener la paix au Congo X ou Y, alors qu'au Togo, il y a du terrorisme, on tue, les populations sont déplacées, sont massacrées, etc., qu'il n'y a pas de terrorisme. Il y a du terrorisme. Donc aujourd'hui, les pays de l'AES servent de barrière. Et si cette barrière, elle saute, tout le continent africain, les pays du Sud seront inondés. D'accord? Donc aujourd'hui, moi je dis qu'on doit passer à l'offensive. Il faut aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme ne peut pas seulement être uniquement militaire. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Voilà. Les gens qui soutiennent ces groupes, les gens qui financent, les gens même qui mettent des likes. C'est-à-dire que quand ces mecs-là mettent des vidéos, les gens qui mettent des likes, il faut que les services de renseignement, de contre-espionnage aillent les traquer, les identifier, les attraper, les ramener devant la justice. Et vous allez voir que quand vous allez commencer à vous en prendre à ceux qui les soutiennent en privé, ceux qui leur donnent à manger, les choses vont changer. C'est comme ça qu'il faut les traquer. Il faut traquer les complices. On ne peut pas seulement neutraliser ceux qui sont devant et laisser les complices, etc. Donc aujourd'hui, les populations des pays de littoraux, etc., qui sont là sur les réseaux et qui pensent que le terrorisme qui se passe là-bas au Mali, cette guerre là-bas que mène le gouvernement malien ne les concerne pas, parce que vous êtes tranquille dans vos capitales, vous allez en boîte, vous dansez, vous mangez. Sachez-le que ces terroristes-là arriveront dans vos maisons. Si les pays du Sahel sautent, mais c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Donc aujourd'hui, c'est la survie du continent africain, parce que l'Afrique est attaquée de partout. Le peuple noir est attaqué de partout. On veut soumettre les pays africains, les populations africaines, par le néocolonialisme, la colonisation, le terrorisme, l'occupation militaire des pays occidentaux, les blocus. Tout ça, c'est une guerre pour nous occuper, pour nous dominer et pour nous soumettre. Donc tout Africain qui est conscient ne peut pas, soutenir de telles choses, ne peut pas relayer la propagande que font ces personnes pour justifier ces attaques, ce terrorisme contre ces États. Moi, autant j'ai des désaccords, je le dis, je le répète, j'ai des désaccords avec le gouvernement malien sur le sujet du Togo, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai pris mes distances avec eux, mais ce n'est pas pour autant que je vais soutenir la propagande, le terrorisme informationnel, ou me réjouir de voir ce que le Mali est en train de subir, parce que au-delà du gouvernement